Or, la réalité, c'est que si on veut échapper à la guerre mondiale, si on veut même échapper quelque part à un prochain pogrom de niveau mondial, parce que moi je dis qu'à un moment donné, si la conscience universelle se rapproche de ma conscience à moi, parce que je suis juste quelqu'un qui va plus vite que les autres, il faudra se souvenir qu'on est chrétien. Le problème, c'est j'ai écrit un texte récemment qui s'appelle « Comprendre le zigzagant Donald Trump ». Il est compliqué à comprendre parce qu'il est très zigzagant. Si je parle, parce que c'est lui le fou, tu sais, dans l'histoire. Parce que c'est facile de comprendre la stratégie russe, la stratégie chinoise, elle est assez facile à comprendre. Les Chinois, ils ont la puissance économique, ils sont en train de se hisser à puissance militaire. Leur stratégie n'est jamais l'affrontement direct, c'est une vieille tradition chinoise, donc il ne faut pas penser qu'ils interviendront en quoi que ce soit au Venezuela ou ailleurs. Par contre, on verra s'ils continuent leurs investissements au Venezuela, même si le Venezuela passe sous le contrôle américain, ce qui n'est pas du tout impossible, parce que moi je pense qu'il y a à la fois des luttes et des deals. Et si on veut avoir une vision globale, bon, si je repars sur Trump, on va dire que Trump, il est obligé de gérer l'Amérique d'hier et d'opérer la transition sur l'Amérique de demain. L'Amérique d'hier, c'était on va dire l'empire unipolaire né de l'effondrement de l'URSS et d'une Chine qui n'était pour l'instant que, on va dire, l'usine des États-Unis. C'est d'ailleurs là où les Chinois ont été très stratèges avec leur état stratège. Ils ont sacrifié une génération d'esclaves. Ils ont profité de transferts de technologie, de transferts de production. Et finalement, ça au détriment de l'Amérique. Et en fait, Trump est obligé d'assumer deux choses. C'est qu'aujourd'hui, l'Amérique était un empire mondial, n'a plus les moyens. C'est-à-dire et un empire mondial, ça veut dire qu'ils avaient les moyens d'imposer le dollar comme monnaie d'échange internationale par la menace militaire. Or, aujourd'hui, la menace militaire, elle peut peut-être s'exercer sur le Venezuela, mais elle ne peut pas s'exercer ni sur la Russie, ni sur la Chine, ni même sur l'Inde. Et donc ça, Trump, l'air de rien, est quand même un réaliste. Et il sait que s'il n'y a plus la possibilité d'exercer la menace militaire, c'est la fin en réalité du dollar au sens fausse monnaie papier imposée au monde entier, qui est une forme de racket, par la menace militaire. Et donc Trump, il doit en même temps penser à sauver ce qui peut être sauvé, c'est ce qu'on appelle l'atterrissage en douceur, qui n'est pas très en douceur, et c'est-à-dire qu'il est obligé de passer d'un empire-monde à un empire-continent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la situation des États-Unis est la même que celle de l'Angleterre en 1945. C'est la fin d'un empire maritime mondial, et qui doit quand même garder une place prépondérante dans le monde. Et là, l'Amérique est exactement dans ce problème-là, et on est en fait dans un dialogue aujourd'hui compliqué à comprendre, mais qui se comprend assez bien d'un point de vue des critères objectifs. C'est ce qu'on appelle la redéfinition des zones d'influence. Et on passe d'un empire unipolaire américain à un partage du monde par zone d'influence. Et en fait, il y a la zone américaine, la zone chinoise, la zone russe. Et comme tu peux le remarquer, ça fait tout de suite trois conflits évidents. La zone américaine, c'est la doctrine Monroe, c'est que l'Amérique renonce à être le gendarme du monde, mais par contre ne peut pas se permettre de lâcher l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, qui est ses réserves de matières premières et ses clients forcés de produits finis. Et ça, c'est le message de Trump qui est assez cohérent de ce point de vue-là, c'est, en gros, je ne peux plus empêcher la Chine de récupérer Taïwan et de devenir les maîtres de la mer de Chine. Je ne peux plus le faire. Je ne peux pas empêcher la Russie de refaire son empire relativement, c'est-à-dire de prendre le contrôle de l'Ukraine, d'Odessa et de la mer Noire, à partager avec la Turquie. Mais moi, je veux le contrôle du Mexique, le contrôle du Canada, c'est-à-dire frontière nord, frontière sud, le Groenland, parce que c'est la route du Nord à cause du relatif réchauffement climatique, et il n'est pas question que personne ne m'échappe en Amérique du Sud, ce qui comporte aussi d'ailleurs le canal de Panama, parce que les Chinois étaient en train de s'infiltrer à Panama, en Amérique du Sud. Et là, le message à Trump, c'est « Attention, on n'est plus un empire-monde, mais on reste un empire-continent. » Et alors, est-ce que c'est une menace brutale directe ou est-ce que c'est une négociation? C'est-à-dire, en gros, je lâche Taïwan, vous me laissez le Venezuela, vous me laissez le Mexique, vous me laissez l'Argentine. L'Argentine, c'est facile à faire puisque le chef d'État il y a toujours deux critères, c'est pro-américain, pro-israélien, t'as remarqué, il faut les deux. Et là, à la fois, c'est assez brutal. Mais si en fait c'est uniquement la logique américaine de passer de l'Amérique d'hier à l'Amérique de demain, ce qu'on appelle l'atterrissage en douceur, avec quand même un spectacle que fait bien Trump pour plaire à son électorat de droite, c'est-à-dire en fait il joue le viril pour cacher qu'en réalité, c'est ce que dit assez bien Todd, l'Amérique est obligée de revoir ses ambitions à la baisse parce qu'ils n'ont plus les moyens. Ils sont passés de 50% de la production mondiale en 1945 à moins de 20% aujourd'hui. Et le problème c'est que la puissance, c'est la richesse, et la richesse, c'est quand même la production. Et l'illusion sur laquelle vivait l'Amérique depuis les années Reagan-Bush, c'était la finance. Mais la finance n'est pas de la richesse, c'est de la fausse richesse. Et à un moment donné, d'ailleurs, cette illusion financière les a foutus complètement dans la merde, puisque ça a pété en 2008, et ils ne sont jamais sortis de 2008. Donc la question, en fait, elle est simple. C'est est-ce que, en même temps que
que Trump joue les gros bras face au Venezuela, il va continuer à lâcher l'Ukraine, puisqu'en fait il a déjà lâché l'Ukraine en disant si les Européens veulent s'en occuper, qu'ils s'en occupent, mais en plus en achetant de l'armement américain. Parce qu'il faut toujours penser avec l'Amérique aux lobbies. Et les lobbies militaro-industriels, agroalimentaires, pharmaco-chimiques, et puis le lobby du soft power, hein, qui est aussi très important aussi. Et là on va voir donc comment il se comporte par rapport à la Chine sur Taïwan et surtout par rapport à l'Ukraine sur la Russie. On a déjà des signaux sur l'Ukraine puisqu'il est en train de lâcher. Et donc le message qu'il fait passer à Poutine, c'est en gros, tu m'emmerdes pas sur le Venezuela, je t'emmerde pas sur l'Ukraine. Et là, ça veut dire que c'est assez, entre guillemets, rassurant. Ça veut dire qu'on est dans une démarche cohérente de géopolitique qui tient compte des nouvelles données, avec ce nouveau partage du monde, avec ces nouvelles zones d'influence. Hein, empire américain, empire russe, empire chinois, et puis ce que je laisse de côté pour l'instant, c'est l'Inde, hein, parce qu'on ne sait pas trop. Je ne sais pas si l'Inde va devenir une superpuissance ou si ses contradictions internes vont lui péter à la gueule et la freiner. On ne sait pas. Moi, je ne suis pas magicien, j'en sais rien. Alors après, ça, c'est le côté rassurant. Le côté beaucoup moins rassurant, c'est le paramètre Israël. C'est-à-dire qu'on voit que Trump, aujourd'hui, est visiblement énormément dans la main de Netanyahou, et Israël, lui, est dans une autre logique. Ils sont dans une logique de fuite en avant, avec une dimension eschatologique, ce qui est très dangereux, puisque c'est l'idée d'une destinée manifeste, où tu penses que Dieu est avec toi, tu cesses de calculer, tu cesses de compter. C'est ce qui a mis Hitler dans la merde, et c'est ce que Poutine ne fait pas aujourd'hui. Il faut jamais, comme disait Staline, tu sais combien de divisions, il ne faut jamais cesser de calculer. Hein. Et là, avec Israël, on peut être très inquiet, parce qu'eux, ils savent que le temps joue contre eux. Ils savent notamment que si tu regardes la ligne politique de Vance, qui a vocation, avec son équipe, à succéder à Trump, je rappelle qu'il y en a un qui a 40, l'autre 80, tu vois, l'Amérique a vocation à terme à lâcher Israël, c'est-à-dire cette mise au service exclusif de l'Amérique envers Israël, contrairement à ses intérêts, c'est ça l'idée. À terme, Vance le dit déjà, il dit on ne pourra pas continuer comme ça très longtemps. Donc Israël est obligé de se servir au maximum aujourd'hui de la puissance militaire américaine pour essayer d'avancer vers le grand Israël, parce que l'Israël n'est viable que s'il s'agrandit, et ils savent qu'ils pourront peut-être plus compter sur l'Amérique demain. Donc ils se dépêchent de marquer le maximum de points, et là malheureusement on voit que Trump joue ce jeu-là, puisque un des paramètres, comme tu me l'as dit tout à l'heure, on en est d'accord, sur le Venezuela, c'est que le Venezuela est non seulement une réserve de pétrole, mais en plus c'est un pays très hostile à Israël, et puis un pays où les Chinois et les Russes commençaient à entrer très sérieusement. Et donc, ça faisait beaucoup. Ça faisait beaucoup, effectivement. Donc c'est pour ça que c'est pas incohérent. Moi, je veux bien faire le gauchiste et je veux bien être nostalgique de Chavez, mais de toute façon, le Venezuela, je connais un peu. C'est un pays qui marche vers la ruine, hein, puisque c'est un pays qui, contrairement, si on pense à l'Allemagne de République de Weimar, n'a pas le corps d'ingénieur pour pouvoir relancer soi-même son économie. Donc soit ils s'appuient, comme toujours, ils l'ont fait sur les Américains, parce que les Américains ont toujours empêché le développement des pays du Sud pour pouvoir capter leurs matières premières à leur prix et leur vendre les produits finis à leur prix. Donc le Venezuela n'a pas les moyens de se développer par lui-même, à cause de la brutalité américaine essentiellement. Hein. Comme tu vois qu'il n'y a pas de réseau ferroviaire au Brésil, parce que les Américains ont toujours empêché le ferroviaire au Brésil, tout marche par camion. Et ça, c'est la violence, c'est la brutalité impérialiste américaine qu'il faut comprendre. Mais en même temps, une fois que tu as compris ça, le Venezuela est assis sur les plus grandes réserves de pétrole, et il y a des pénuries d'essence à la pompe au Venezuela. C'est un pays qui ne peut pas se développer par lui-même. Donc à un moment donné, c'est soit les Américains qui y retournent et qui redéveloppent le pays en espérant qu'il y aura un petit bénéfice à la marge pour le petit peuple vénézuélien. Le problème, c'est la brutalité de l'impérialisme. Parce qu'à la limite, l'impérialisme, c'est du co-développement. S'il y a de la redistribution. Mais alors le problème, c'est est-ce que les Américains auront l'intelligence, pour des raisons de stabilité politique, de relancer le pays par le pétrole, mais en même temps d'en faire profiter un peu, non pas les super riches américains, vénézuéliens, parce que ça a toujours été le cas des traîtres de la bourgeoisie comprador. Et là, on voit déjà que la prix Nobel de la paix, tu as vu, elle est de la famille des grands possesseurs de la grande industrie. Tu vois. Donc est-ce que le pouvoir américain aura l'intelligence de faire ruisseler la relance du pétrole vénézuélien sur au moins la classe moyenne, ou pas? Mais de toute façon, si ce n'est pas les Américains qui y vont, fatalement, là, c'était à minima les Cubains, hein, je dirais presque c'est les Cubains qui tenaient le pays, et sinon, ça serait les Chinois ou les Russes. Mais les Américains ne peuvent pas laisser les Chinois et les Russes prendre pied au Venezuela avec les plus grandes réserves de pétrole, et eux-mêmes faire ce qu'ils ont fait à Cuba à l'époque de la guerre froide, et que d'ailleurs, les Russes avaient pu le faire, parce que Kennedy tergiversait sur la guerre froide. Il n'avait pas envie d'y aller plein pot. De ce point de vue-là, c'était un pacifiste, et c'est d'ailleurs comme par hasard pour ça que lui et son frère ont été éliminés, avec derrière un soupçon très fort de